Bonjour, bonjour à tous. Je suis Sonia De Villers, journaliste à France Inter. Je vous souhaite la bienvenue en cette 6e édition de l'Université de la Terre, consacrée depuis ce matin à bâtir une nouvelle société. Alors, si vous êtes venus aussi nombreux cet après-midi, c'est que la nôtre vous a sûrement déjà indigné, que vous vous êtes émus, que vous vous êtes mis en colère, que vous vous êtes pris à rêver qu'un petit bout de ce monde, peut-être, vous pourriez changer, nous pourrions changer. Moi aussi, j'en ai rêvé. Mais n'est-ce pas aussi dans ces moments-là qu'on se sent si petit? Qui suis-je, moi, pour changer le monde? Moi, qui ai parfois l'impression, moi qui ne peux pas changer ma vie, que puis-je pour changer celle des autres? Moi qui ai par exemple autour de moi des gens très proches que j'aime, dans ma famille, dans mes amis, des gens qui souffrent et que je ne peux pas toujours aider. Oserais-je penser à l'échelle de l'humanité? La question qui nous occupe cet après-midi, ce n'est pas ce que je dois faire pour changer le monde, mais bien qui je dois être, qui je dois devenir, ou en tout cas, ce que je dois chercher et trouver en moi pour pouvoir l'apporter aux autres. Je vais donc poser cette question cruciale à nos 4 invités. Faut-il se changer soi pour changer le monde? Je dis bien poser cette question, car nous n'avons pas réuni cet après-midi un journaliste, un psychiatre et 2 philosophes pour considérer que cela va de soi. J'appelle donc sur ce plateau Arnaud de Saint-Simon, Christophe André, Cynthia Fleury et Michel Lacroix. Alors, nous allons ouvrir ce débat. Je vais vous présenter chacun de nos intervenants. Je vais peut-être leur poser une question inaugurale. Ensuite, nous avons avec nous au premier rang un panel d'étudiants qui a préparé ce débat en amont avec une petite série de questions. Et puis ensuite, les questions vous seront largement ouvertes, des micros vont circuler dans la salle et vous aurez tout loisir d'interroger à votre tour nos invités. Je vais peut-être commencer par Arnaud de Saint-Simon, qui est ici. Bonjour. Bonjour Sonia, bonjour tout le monde. Vous dirigez la revue Psychologie, qui est partenaire de cet événement et qui publie ce mois-ci, ça tombe bien, un dossier intitulé « Se faire confiance ». Alors je me suis demandé, est-ce que changer le monde, c'est pas d'abord une affaire de regard qu'on porte chacun sur soi-même? Oui, d'abord bonjour à tout le monde. J'étais touché ce matin quand je suis arrivé à 11h et que j'ai vu 500 mètres de queue. Il faisait beau, c'était le premier week-end de printemps. Je me suis dit c'est quand même extraordinaire que 10 000 personnes viennent ici écouter, poser des questions, prendre des notes, réfléchir. Je trouve que voilà, il y a des choses vraiment intéressantes qui se passent aujourd'hui. Alors, est-ce que pour changer, il faut se faire confiance? Ça commence par ça. Il y a une interview de Cynthia dans ce numéro-là qui explique voilà, en quoi le courage et la confiance peuvent être des éléments moteurs dans le changement. Je crois que oui, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se construit. Alors ça, on le dit depuis longtemps dans la psychologie, dans l'enfance. Et puis, c'est quelque chose qui se construit après dans la vie, avec notre entourage. Donc, si on a la chance d'être suffisamment armé, si on ne l'est peut-être un peu moins, on peut aussi lire, réfléchir ou se faire aider. Si on est bien entouré, on peut aussi travailler et gagner cette confiance. Oui, la confiance en soi. Et puis aussi, savoir bien s'entourer, peut-être faire les bons choix de vie,
les bons choix professionnels quand on le peut. Une fois de plus, tout ça est compliqué, hein. Je sais bien que... Mais Arnaud de Saint-Simon, par exemple, est-ce que vous pensez qu'il faut apprendre, parce que ce n'est pas une évidence pour tout le monde, à s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres? Est-ce que la première marche de ce débat, ce ne serait pas celle-ci? C'est la condition sine qua non. Quand on arrive en thérapie, et ça, je pense que Christophe en parlera bien mieux que moi, je crois que les premières années sont consacrées exclusivement à soi. Elles sont très égocentriques, très nombrilistes, pour ensuite pouvoir se tourner vers les autres dans une dimension relationnelle et peut-être même spirituelle, dont nous parlera aussi peut-être Michel dans un second temps. Mais oui, il faut commencer par soi, je crois. Alors Christophe André, justement, vous qui êtes psychiatre et psychothérapeute, donc à ce titre, vous accueillez la souffrance de ceux qui viennent vous demander de l'aide et vous faites face nécessairement à une grande attente en matière de changement personnel. Alors, pensez-vous justement que la portée de ce changement personnel soit aujourd'hui surévaluée ? Oui, c'est parfois mon impression. C'est-à-dire, normalement, en tant que psychiatre et psychothérapeute, je devrais dire le changement personnel, c'est la clé de tout. Si on ne change pas soi-même, et comme vous le disiez tout à l'heure, si on ne change pas ce que l'on est, plutôt que ce qu'on dit, ce qu'on pense, ou à la limite ce qu'on fait, quoique ce qu'on fait pèse très très lourd. Mais bref, si je devrais dire donc que si on ne se change pas, le monde ne pourra pas changer. Mais pourtant, j'ai quand même aussi la conscience et la conviction qu'il y a des limites à cette démarche volontariste. Je pense que beaucoup de changements qui se sont produits dans notre monde et qui se produiront ne relèvent pas seulement de notre volonté, de nos efforts, mais parfois aussi de mouvements plus anarchiques, de nos émotions, de nos colères, de nos désarrois qui se transforment en énergie. Et puis aussi de phénomènes qui nous dépassent totalement, des phénomènes liés à l'histoire, à la nature, etc. Histoire à laquelle chaque individu participe pourtant. Oui, à sa manière, mais si vous voulez, en réfléchissant un petit peu à ce sujet, c'est un très beau sujet, qui est un sujet infini évidemment, je pensais à certains changements, comme par exemple les changements qui sont nécessaires de la part de chacun de nous par rapport à la protection de la planète, les comportements vis-à-vis de l'écologie, ou par rapport à la non-violence. Si chacun de nous change sa manière d'être, en tout cas si la majorité d'entre nous change, ça peut ne pas suffire. On sait par exemple que les comportements de non-violence ne fonctionnent que lorsqu'il y a en face une démocratie, une opinion publique. La non-violence est très compliquée, une action beaucoup plus aléatoire lorsqu'on est face à des dictatures et une absence d'opinion publique. Donc on voit bien quand même que la démarche individuelle peut être un élément, mais que d'autres éléments peuvent freiner les forces issues du changement personnel. Donc, pourtant, j'aimerais bien pouvoir avoir cette conviction que tout part de l'individu, mais je crois qu'il y a aussi des relais à ces changements, des relais associatifs, des relais politiques. Ça, je pense que Cynthia et Michel peuvent en parler beaucoup mieux que moi. Donc, ça, c'est le premier constat que je ferai, c'est que je suis tout à fait conscient des limites de mon travail. Voilà, est-ce que vous ne pensez pas néanmoins, je vais me faire un petit peu... Est-ce que vous ne pensez pas néanmoins qu'on a tous, ici présents, une lourde responsabilité sur ce qu'on fait de nous-mêmes et sur le choix qu'on fait vis-à-vis de notre vie, de notre comportement, de nos doutes, de nos failles, de nos peurs, de nos angoisses, de nos névroses, qui ont quand même une lourde influence sur notre comportement, sur la façon dont on élève nos enfants, dans la façon dont on se comporte avec les autres en société, qui influent sur notre travail? Oui, mais à la limite... Ce choix personnel, il engage les autres? Profondément et totalement, mais je pense que dans ce cas, il faut peut-être... focaliser notre réflexion sur se changer pour changer les autres. Oui. Autant je pense que changer le monde, ça me terrifie. Moi, je ne suis que psychiatre, donc l'idée de changer le monde, pour moi, il y a de la politique, de la stratégie, bref, de l'histoire. Par contre, se changer pour changer les autres, ça, c'est indispensable. C'est-à-dire, on ne peut pas prétendre inciter les autres à changer, aider les autres à changer, demander aux autres de changer, si on n'est pas soi-même dans une forme d'exemplarité. En tout cas, on peut le faire, mais la portée de ce qu'on demandera ou de ce qu'on attendra sera extrêmement diminuée. Donc le changement personnel comme moteur pour inciter les autres eux aussi à changer, parce que nous sommes une espèce quand même très
mimétique. Nous observons énormément les autres, nous en avons besoin comme modèle, comme contre-modèle, et donc là, nous avons une responsabilité très importante dans notre manière de nous comporter au quotidien par rapport au message que cela va représenter aux yeux des autres. Et malgré votre humilité, vous pensez que se changer soi passe nécessairement par un travail sur soi, un travail d'ordre psychanalytique, psychothérapeutique, ou pas nécessairement? Pas nécessairement, là encore. Mais là, c'est le fait je suis un vieux psy maintenant, ça fait bien longtemps que j'essaie d'aider les gens de mon mieux. Et je pense qu'il y a des tas de choses qui nous changent dans la vie. Il n'y a pas seulement le travail psychologique. Les psys ne voient qu'une toute petite partie des changements qui se produisent dans la vie des gens. Et on voit aussi que certaines rencontres, certaines évolutions personnelles liées à des événements de vie peuvent radicalement modifier la manière dont les personnes se perçoivent, agissent, interagissent avec les autres. Donc là encore, le grand privilège qu'on a lorsqu'on est un soignant, plus largement, ce n'est pas seulement les psys, mais tous les soignants, c'est qu'effectivement, nous avons accès à l'intimité des personnes, des humains, et à l'intimité de leurs souffrances, de leurs difficultés, puisqu'on vient rarement nous voir quand tout va bien, on vient plutôt nous voir quand il y a des soucis. Et à ce titre, on voit très bien les frottements, les difficultés entre la personne et son environnement. On comprend tout ça, mais ce qu'on comprend aussi petit à petit, c'est que l'essentiel se joue en dehors du cabinet, en dehors de la thérapie, alors soit sous forme de relais, ce qui a été fait en thérapie n'aura de portée que si la personne le métabolise, le digère, le perlabore, comme disent les psychanalystes, mais c'est vraiment... après les entretiens, après le travail psychothérapeutique, que tout va se jouer en termes de changement. Et parfois, totalement à côté. Totalement à côté. Alors, poussons un cran plus loin. Cynthia Fleury, vous êtes philosophe. Vous êtes également psychanalyste, vous consultez. Pensez-vous que se changer soi pour changer le monde induit l'idée qu'il faudrait faire de notre vie un modèle pour prétendre changer celle des autres? Pensez-vous qu'on a le devoir d'être exemplaire quand on a charge d'âme et qu'on prétend influer sur la marche du monde? Alors, il y a plusieurs choses. C'est vrai que, et Christophe Landré l'a très bien dit tout à l'heure, vouloir transformer le monde sans vouloir se transformer soi-même, c'est un tout petit peu soupçonnable, on va dire. Donc déjà, effectivement, il y a l'idée d'être une force motrice, mais pas simplement force motrice. L'idée, effectivement, exemplaire, non pas au sens de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, mais de soi-même se mettre en mouvement. Hein. Donc c'est pas, quand vous parlez d'être exemplaire, il faut bien s'entendre sur ce que ça veut dire. Ça veut dire se mettre en mouvement de quelque chose auquel on croit. Mais voilà, c'est pas une figure d'exemplarité qui est codée, qui existe que d'une seule et unique manière, etc. Et vous avez une phrase de Yankelevitch qui explique très bien ça. Il dit, voilà, cette chose qu'il faut faire, c'est à moi de la faire. Voilà, alors après vous la faites comme vous voulez, mais cette chose qu'il faut faire, c'est à moi de la faire, et à un moment donné, la délégation à autrui s'arrête. C'est-à-dire, cette chose qu'il faut faire, c'est à moi de la faire. Et quand on rentre dans ce système-là, effectivement, on met en place quelque chose qui, pour moi, est très protecteur, et qui est déjà très protecteur pour soi. C'est-à-dire qu'on met en place quelque chose qui va vous protéger de votre propre érosion. Parce qu'effectivement, ne pas faire ce qu'on a ou ce qu'on croit faire, bon, mais à un moment donné, ça produit quelque chose de dangereux pour soi-même qui s'appelle l'érosion du sujet. Et donc déjà ça, c'est se protéger, et après, effectivement, on peut changer soi-même, changer le monde. Mais tout à l'heure, vous disiez, est-ce qu'il faut s'aimer, hein, il faut s'aimer. Mais si vous voulez, l'amour est une chose à la fois très subjective, mais l'amour est toujours très objectif aussi. Donc, il faut des raisons d'aimer. Donc, il faut se rendre aimable, même à soi-même. Donc le changement, à un moment donné, se mettre en mouvement, c'est se rendre aimable à soi-même. Parce que sinon, vous savez, personne n'est dupe, et on ne s'aime pas comme ça, en claquant des doigts. Hein, de la même façon qu'on n'aime pas quelqu'un d'autre en claquant des doigts, il y a un coup de foudre. Le coup de foudre pour soi-même, c'est assez rare. Donc il vaut mieux laisser de côté le coup de foudre et travailler effectivement à se rendre aimable. Et généralement, à un moment donné, ça se passe. Donc on voit bien que changer le monde n'est pas là réservé qu'aux grands hommes, que chaque individu, chaque citoyen a des devoirs et des responsabilités. Néanmoins, vous avez des mots très durs, notamment dans votre dernier ouvrage, sur nos dirigeants.
Vous parlez du déshonneur des élites. Si je vous cite, vous qualifiez nos dirigeants de décomplexés, hystériques et autocentrés. Ils sont devenus à vos yeux des contre-exemples. Donc, se changer, c'est un travail, c'est un effort. Se changer, oui, mais pour ressembler à qui aujourd'hui? Mais si vous voulez, est-ce qu'il n'y a pas là un vrai sujet de crise, hein, un vrai problème? Alors là encore, tout à l'heure Christophe André disait nous sommes une espèce qui quand même fonctionne beaucoup par la théorie mimétique, par le mimétisme. C'est vrai. Et en même temps, nous sommes dans des temps où démocratiquement, parce que c'est mis en place un système d'égalisation des conditions qui fonctionne mal avec le mimétisme. C'est compliqué parce qu'à la fois on veut être pareil, mais on veut être aussi extraordinairement différent, et donc chacun revendique sa singularité et d'inventer un modèle pour soi-même. Donc la transmission n'est pas toujours simple. Hein. Et puis avec les crises de l'autorité, etc., très souvent tout devient confus et l'autorité n'est pas, ressentie comme un moyen de recevoir quelque chose, mais plutôt comme un moyen de se faire imposer quelque chose. Donc ça, c'est un petit souci. Mais sur la question que vous posez, si vous voulez, nous avons à portée de main une manière d'entrer dans la régulation de ce monde. Donc moi, c'est ça que j'ai essayé de montrer dans La fin du courage. C'était d'inventer un outil de régulation à portée véritablement de l'individu et de montrer à quel point l'individu participait, était même un socle de régulation de la cité. Donc l'enjeu c'était ça. Et pour moi aujourd'hui, donc c'est vraiment c'est une hypothèse, hein, c'est très personnel, mais mon hypothèse c'est véritablement une éthique du courage collectif, c'est-à-dire de mettre en place effectivement quelque chose qui est une fabrication collective de l'exemplarité. Et je ressentais qu'au lieu d'avoir cette idée d'une fabrication collective de l'exemplarité, les dirigeants fonctionnaient aujourd'hui un peu différemment, avec cette idée effectivement plutôt d'une contre-exemplarité qui viendrait se donner à voir, se mettre en scène, etc. Et dans les pathologies de la démocratie, j'avais même parlé d'histrionisme, puisqu'il y avait ce jeu-là. Voilà. Il n'y a pas de... mais si vous voulez, c'était pas une mise en accusation, mais c'est vrai qu'il y a une chose très importante dont nous avons tous la responsabilité, les élites comme nous tous, et qui est de fabriquer collectivement cette exemplarité. Cette exemplarité. Voilà. Merci. Michel Lacroix, vous êtes également philosophe, à l'instar de votre consoeur. Alors, tout simplement, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous, en tant que philosophe, vous poseriez ainsi la question, faut-il se changer soi pour changer le monde ? Oui, alors justement, bonjour. Oui, alors justement... La réflexion que je voudrais mener dans cette partie liminaire de notre entretien, elle est relative précisément à l'intitulé de cette table ronde. Se changer soi pour changer le monde. Et ce qui me frappe au premier abord, et qui nous frappe tous probablement, c'est qu'un tel intitulé met en avant d'entrée de jeu le facteur psychologique personnel en tant que moteur de transformation de la société. Et face à ça, j'ai envie d'exprimer à la fois mon accord et de soulever des points de désaccord. Alors mon accord d'abord. Je trouve que cet intitulé, qui est un précepte, une règle de conduite, est d'abord très rassurant. Pourquoi ? Parce qu'il prend le contre-pied de ce qu'a été au XXe siècle l'attitude du révolutionnaire. Dans les régimes totalitaires, les révolutionnaires disaient, pour créer un monde nouveau, un monde différent, réconcilié, heureux, etc., il faut changer l'homme. Mais, sous-entendu, c'était changer les autres, changer autrui, changer nos semblables, changer la population. L'homme nouveau qu'exaltaient les régimes totalitaires, c'était toujours les autres que soi. Et puis s'oublier soi, systématiquement. Et on s'oubliait soi-même. Et donc on désignait la population qu'il fallait rééduquer, dont il fallait changer les mentalités afin de faire advenir une société meilleure. Et donc ce que je trouve rassurant et réconfortant dans l'intitulé de cette table ronde, c'est que très modestement on dit on va commencer par se changer soi-même. Ce que je trouve également
de juste dans cet intitulé, c'est que c'est très pertinent si l'on pense à un des problèmes les plus aigus de notre époque, qui est le problème de l'écologie et du développement durable. En effet, s'il y a un domaine où, de l'aveu de tout le monde, il est nécessaire de changer nos comportements, c'est bien le domaine de l'écologie et du développement durable. Nous savons tous que la survie de la planète, à long terme, n'est possible que si nous tournons le dos au comportement de surconsommation, si nous en finissons avec la mentalité acquisitive, avec une civilisation essentiellement ancrée sur l'avoir, sur l'exploitation des ressources minérales, énergétiques. Et donc, cette transformation de nous-mêmes suppose un travail sur soi, c'est-à-dire un élément de psychologie personnelle. Et donc là, nous avons effectivement un exemple typique où la psychologie personnelle est un moteur de transformation globale. Et en même temps, et j'en arrive au point peut-être un peu de désaccord, ou en tout cas, je m'interroge sur le bien fondé de l'intitulé de cette table ronde, en même temps, je me demande si ce précepte, se changer soi pour changer le monde, n'est pas un tout petit peu chimérique, un tout petit peu utopique, s'il ne participe pas d'une pensée, au fond, que je qualifierais de magico-ésotérique. Pour le dire plus banalement, est-ce que ce n'est pas une pensée un petit peu paresseuse? Est-ce que ce n'est pas une pensée un peu trop commode, qui donne un peu facilement des gages à l'individualisme? J'ai l'impression que en édictant un tel précepte, on institue un lien direct, trop direct, raccourci, simpliste entre le microcosme du moi et le macrocosme du monde. Et qu'au fond, on fait comme si la psychologie personnelle et la transformation psychologique de soi pouvaient magiquement impliquer, entraîner une transformation du monde. Et ce qui me fait dire ça, c'est ma conviction profonde, au fond, qui est la suivante. C'est que je crois que, fondamentalement, ce qui peut changer le monde, d'ailleurs, je préférerais à l'expression un peu trop ambitieuse de changer le monde, celle plus modeste de amélioration de la société. Ce qui peut améliorer la société, je crois que fondamentalement, c'est la politique. Or, le propre de la politique, c'est justement qu'elle nous aide, elle nous force à sortir de notre ego et que nous sommes obligés de dépasser la sphère privée pour nous intéresser à la sphère publique. Et c'est pourquoi je changerais l'intitulé en disant pour changer le monde, il faut s'engager en politique. Voilà ma conviction. Pour autant, juste quelques instants, pour autant, est-ce que la psychologie doit être évacuée? Eh bien non. Je crois qu'une bonne politique doit être guidée par une très haute idée de ce que peut être, de ce que devrait être la bonne société. On ne peut pas faire de bonne politique, on ne peut pas faire une politique ambitieuse si on n'a pas une vision à long terme de ce que sera la société idéale, une bonne société. Et or, de nos jours, si l'on interroge la plupart de nos semblables, si l'on faisait ici un sondage dans cet amphithéâtre, on s'apercevrait peut-être que la définition la plus courante que nous avons d'une bonne société, c'est la définition suivante. Une société bonne, c'est une société qui permet à chacun, ou tout au moins au plus grand nombre possible d'individus, de s'épanouir, de se réaliser, de se développer, de s'accomplir. Et c'est pourquoi, si l'on fait de la politique, il faut avoir une idée claire de ce que c'est que cet épanouissement humain, cette réalisation de soi-même, ce développement personnel. Et c'est là qu'on retrouve la psychologie personnelle, parce que c'est le rôle justement de la psychologie du développement personnel, telle qu'elle s'est édifiée depuis une quarantaine d'années, notamment grâce à Abraham Maslow, telle qu'elle est d'ailleurs véhiculée en grande partie par un magazine comme Psychologie Magazine. C'est le propre de la psychologie du développement personnel, c'est le propre de la psychologie de la réalisation de soi, de nous dire justement en quoi consiste cet homme épanoui que nous appelons de nos voeux. Et je considère ainsi la psychologie du changement personnel, je préfère dire la psychologie de la réalisation de soi, comme un auxiliaire de la politique, comme une boussole de la politique.
C'est la psychologie de la réalisation de soi ou de l'épanouissement nous dit vers quoi la politique doit tendre. Elle souligne les insuffisances de la société actuelle en nous indiquant ce qui ne va pas et ce qui empêche l'individu de s'épanouir, et elle dessine l'épure, les contours de la société du futur dans laquelle le plus grand nombre possible d'individus pourra s'épanouir. Et ainsi, j'en arrive à la transformation finale que je voudrais proposer du titre de ou de l'intitulé de cette table ronde. Je proposerai ceci: avoir une idée précise de l'épanouissement humain, faire de cette idée le but de la politique et ainsi améliorer la société. Merci Michel Lacroix. Arnaud de Saint-Simon, vous avez froncé les sourcils, puis vous avez bondi, mais vous avez vu qu'il est quand même magnifiquement retombé sur ses pieds. Est-ce que vous pensez que c'est une pensée... Tu ne pourrais pas travailler la psychologie, ton titre est trop long. Est-ce que vous pensez comme Michel Lacroix l'a suggéré, que c'est quelque chose de très accommodant et de très réconfortant? Parce qu'avant ce débat, vous me disiez, vous, qu'au contraire, ça pouvait être un intitulé extrêmement culpabilisant. Oui, c'est vrai. D'abord, je crois qu'on a un bon titre. D'abord, il y a plein de monde. Et ensuite, on n'est pas d'accord. Donc ça commence bien. Et c'est volontairement provocateur, hein, parce que je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Et je pourrais même dire que on rentre dans une ère de la responsabilisation, et la culpabilisation, elle n'est pas loin de la responsabilisation. Je crois que c'est Nietzsche qui disait que depuis qu'on n'a plus de Dieu, on est obligé de devenir des dieux nous-mêmes. Donc tout ça, c'est lourd. Il n'empêche, nous attendons trop des autres qu'ils changent le monde et la société pour nous. Je crois que à l'Université de la Terre, c'est sans doute la seule table ronde où on pose la question au public de ce que vous allez faire. On est venu ici écouter François-Henri Pinault, qu'est-ce que les patrons vont faire, Serge Picard, qu'est-ce que les explorateurs vont faire. Voilà, on vient écouter des gens formidables. Ici, c'est la seule table ronde où on pose la question aux gens de manière un peu provocatrice. Je suis d'accord. Et vous, quelle est votre part? Évidemment, il ne suffit pas de se changer soi pour changer le monde. C'est sûr. Quelle est votre part? On est tellement souvent, soit dans l'accusation de l'autre, que ce soit dans le couple ou dans les entreprises ou dans la politique, voilà. Et puis, également, on n'est pas conscient de cette capacité qu'on a, au moins, si ce n'est de se changer, de changer son regard. C'est pour ça que dans le programme qu'on a fait avec l'Université de la Terre, il y a 10 idées pour changer le monde, et on commence par une idée qui reste neuve et nouvelle et révolutionnaire. On peut se changer soi. Formidable, vaste programme. Nous allons donc nous tourner vers la salle. Donc avant de vous passer le micro, vous allez voir, ils vont traverser les travées. Nous avons donc au premier rang un panel d'étudiants qui a préparé donc cette discussion très en amont. Et je voulais commencer par passer la parole à Marion, qui a une question à adresser, je crois, à Christophe André. Mais je pense qu'elle fera également réagir Arnaud de Saint-Simon. Bonjour, Marion, étudiante à HEC Paris en master de développement durable. Ma question est très simple, très courte, simple à vous de voir. Être acteur du changement, selon vous, passe-t-il par la compréhension de ce qui génère nos émotions? Non, ce n'est pas une question simple, mais merci beaucoup. Alors, être acteur du changement, est-ce que ça passe par la compréhension, merci Arnaud, de nos émotions? J'aurais tendance à vous dire, de toute manière, c'est toujours important de faire l'effort de comprendre nos émotions, parce que c'est le grand moteur de notre énergie. Moi, une de mes convictions, c'est que le véritable moteur quand même du changement, en tout cas la courroie de transmission entre changement individuel et changement collectif, ça n'est pas la conviction, c'est le comportement. C'est-à-dire, c'est ce que nous faisons, beaucoup plus que ce que nous disons ou ce que nous pensons. Et donc, si on essaie de décliner ça, Michel parlait tout à l'heure de l'exemple concret de l'écologie, mais il y a aussi la politique, c'est vraiment au travers de nos comportements que nous pouvons changer les choses. Alors, en écologie, on sait très bien que le fait de ne pas jeter les sacs plastiques, le fait de faire du tri sélectif, etc., va aboutir peu à peu à rendre la planète plus vivable.
On sait aussi par ailleurs que même si nous changeons ces comportements et qu'on continue de fabriquer des centrales atomiques, il y aura quand même un problème pour la planète. Mais par contre, on peut espérer qu'au fur et à mesure où les individus changeront leur comportement, il y aura des effets à court terme, et puis après il y aura un effet très important d'imprégnation des consciences qui fait que 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, ça sera devenu impensable de construire des centrales atomiques. Donc au fond, quand je fais du tri sélectif, je prépare pour après-demain l'impossibilité de construire des centrales atomiques ou des industries polluantes, etc. Donc pour l'instant, on est loin de l'émotion, mais je vais essayer d'y revenir d'une certaine façon. C'est-à-dire, je pense que ces changements individuels sont une façon aussi de préparer les sociétés à légiférer. En tant que médecin, moi, si je regarde l'exemple des lois anti-tabac, qui ne sont pas des lois anti-fumeurs, qui sont des lois anti-enfumage de l'environnement, eh bien, on a su dès la fin des années 50 que le tabac était cancérigène. Mais ces lois ont mis une quarantaine d'années avant d'exister dans les sociétés parce que tout simplement, les sociétés n'étaient pas prêtes à accepter des lois anti-tabac. Les citoyens n'étaient pas sensibilisés. C'est un peu pareil pour les lois concernant les limitations de vitesse. Dans le fait que le nombre d'accidents mortels est clairement diminué, ce n'est pas les changements individuels qui ont facilité ces changements, c'est des changements législatifs de l'autorité, de la surveillance et de la punition. C'est un système punitif finalement. Mais on peut imaginer aussi que ces lois ont été à peu près acceptées par la majorité d'entre nous parce que depuis plusieurs décennies, nous avons changé. Nous avons changé notre rapport au statut social qui passe moins pour la majorité d'entre nous, en tout cas par la possession de grosses bagnoles, notre rapport au plaisir qui passe moins par la vitesse, etc., etc. Donc finalement, à terme, les changements individuels peuvent provoquer les changements politiques qui sont eux aussi indispensables. Alors, pour revenir à votre question des émotions, moi je suis spécialiste de ces histoires de psychologie des émotions. Je soigne ce qu'on appelle les troubles émotionnels, c'est-à-dire les dérèglements de nos émotions, comment la peur se transforme en anxiété, comment la tristesse se transforme en dépression, comment certaines colères peuvent donner des formes de ressentiment chronique contre soi ou contre les autres qui sont des pathologies finalement, même si on n'étudie pas assez la colère dans son côté maladif. Donc ma conviction, c'est que les émotions sont au point de départ de toutes nos motivations au changement, soit ressentir davantage d'émotions positives, de plaisir, de bonheur, d'épanouissement, de pacification intérieure, soit utiliser la force extraordinaire de nos émotions négatives pour avoir le courage de changer nos comportements ou de demander aux autres de changer. C'est le succès gigantesque et international d'ailleurs, c'est ça qui est amusant, du bouquin de Stéphane Hessel, du petit livre de Stéphane Hessel, Indignez-vous, qui est, comment l'expliquer autrement que par l'écho qu'il a éveillé en chacun de nous sur ce mouvement émotionnel qu'est l'indignation, qui est un mouvement insuffisant mais nécessaire au départ. Véronique, qui est également dans le panel, va vous poser tout de suite la deuxième question parce qu'elle va rebondir sur ce que vous appelez là des émotions négatives et ensuite on fera intervenir Michel Lacroix. Oui. Alors bonjour, je suis Véronique, documentaliste dans une école d'ingénieurs et ma question est à Christophe André, donc c'est bien la suite de ce qu'on vient de dire. Quelqu'un en mal-être est-il capable de se voir comme un acteur de changement de notre société en utilisant son mal-être comme un signal d'alarme pour se changer soi afin de jouer son rôle pour construire une société plus humaine? Merci beaucoup pour cette question. Je vais essayer de répondre plus brièvement, pas que je m'étale trop. Ça, c'est vraiment très compliqué. A priori, si on va trop mal, la souffrance nous nombrilise, la souffrance nous fait nous replier sur nous, et c'est plutôt l'allègement de la souffrance, c'est plutôt au moment où on souffre moins qu'on est capable de nouveau de regarder autour de nous. Mais a priori, on voit ça avec nos patients quand on travaille sur les histoires d'estime de soi. Souvent, les gens ont l'impression que finalement, réfléchir sur l'estime de soi, l'amour de soi dont on parlait tout à l'heure, c'est une forme de nombrilisme. Et ce que nous expliquons aux personnes qui nous posent la question et à nos patients, c'est que c'est exactement l'inverse. Plus je fonctionne bien en termes de confiance en moi ou d'estime que je me
me porte à moi-même, plus je suis dans l'oubli de ma petite personne. Si vous doutez beaucoup de vous-même, dès que vous arrivez dans un groupe ou dans une assemblée, vous allez vous poser des questions auto-centrées. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Est-ce que je dis des choses adéquates ou est-ce que je ne suis pas en train de dire des bêtises? On est empli de nous-mêmes. Si je suis à peu près confiant dans l'intérêt qu'il y a à se trouver ici, le fait que les autres m'acceptent comme ils acceptent n'importe qui, je ne vais pas penser à moi, je vais penser de manière hétérocentrée. Je vais me dire, tiens, est-ce qu'ils ont des choses intéressantes à raconter? Tiens, voyons, je vais écouter ça, ou je vais dire ceci. Donc, moi, mon avis, c'est que la souffrance, a priori, en première partie de ma réponse, n'est pas le meilleur moteur possible au changement, sauf quand on en est sorti. Parce que là, on a pas mal d'études qui montrent effectivement que le fait d'avoir traversé des épreuves ou des passages qui nous ont fait souffrir sous forme d'anxiété, de douleur, de traumatisme, de dépression, et d'en être sorti, peut nous rendre dans un second temps plus féconds, plus motivés, plus engagés, plus désireux finalement d'éviter à la fois à nous-mêmes et aux autres que ces épreuves ne se renouvellent. Donc la souffrance comme détour, mais plutôt que comme moteur. Voilà, pour faire simple. Alors, Michel Lacroix voulait réagir. Je vous propose d'écouter la question d'Anne qui vous est adressée. Comme ça, vous pourrez également rebondir sur ce qu'elle voulait vous demander. Bonjour, donc Anne Bocandé à Sciences Po Ex. La question du débat, c'est se changer soi pour changer le monde. Donc ça peut demander un certain nombre de repères, de prise de recul. Et pensez-vous que la philosophie, davantage peut-être que la religion à d'autres époques, peut accompagner ces bouleversements individuels contemporains? Ah oui, sûrement. La philosophie, oui. Et en particulier, cette philosophie que je faisais entrevoir tout à l'heure dans mon exposé liminaire, la philosophie de la réalisation de soi, les philosophies de l'existence, une philosophie comme le personnalisme d'Emmanuel Mounier, la philosophie nietzschéenne à certains égards, nous permettent de penser la question justement de l'épanouissement de l'être humain. Alors oui, je dirais, l'instrument philosophique, il peut être utile pour conjuguer à la psychologie du développement personnel, pour nous donner un cap, en quelque sorte. Quant à la religion, je serais plus réservé, je la laisserai dans la sphère privée, et elle est évidemment indispensable à titre personnel, individuel, dans le fort intérieur, pour donner un sens à sa propre existence, mais je ne l'intégrerai pas à une réflexion politique générale sur la transformation de la société. Je pense que c'est mieux comme ça, de la maintenir en quelque sorte dans les limites d'une espèce de laïcité. Et alors, je voudrais réagir à ce que disait Christophe André tout à l'heure au sujet de l'émotion. Je souscris totalement. Comme lui, je pense que l'émotion, c'est un moteur, un carburant de l'action, et en particulier de l'action socio-politique, de l'action collective, de l'action associative. Sans ce stimulant de l'émotion, notre motivation à agir est moindre. Mais ça pose quand même... Il y a quand même un problème, c'est que nous sommes dans une société très émotionnelle. Elle est très émotionnelle, l'opinion publique est régulièrement secouée par une espèce de vibrato, par des ondes de choc émotionnels qui surgissent à la faveur d'événements de toutes sortes. Et nous avons le sentiment parfois d'être ballottés par des émotions qui peuvent être des émotions de compassion par rapport à la souffrance des autres, des émotions d'indignation, des élans de toutes sortes. Et je ne suis pas sûr que de cette vibration émotionnelle collective permanente sorte nécessairement de l'action. Tout se passe comme si, parfois, l'opinion publique gaspillait, si je puis dire, ses émotions de façon un peu stérile, sans que ces émotions se métabolisent et se transforment en un quantum d'action. Il en va de même chez chacun de nous. On peut être ceci est valable, bien entendu, d'émotions sans que ça se transforme en émotion. Ceci est valable évidemment sur un plan personnel, et à l'interface de l'individuel et du collectif, nous avons le scénario finalement des actualités télévisées. Quand je regarde le journal télévisé, pendant une demi-heure, je suis souvent invité à
parcourir tout le spectre des émotions, parce qu'on me montre des scènes qui sont à haut coefficient émotionnel, en voyant des choses qui peuvent être terribles, d'autres qui peuvent être joyeuses, enfin que sais-je. Je parcours en quelque sorte tout l'arc-en-ciel des émotions, et au bout d'une demi-heure, que reste-t-il? Est-il sûr qu'il reste suffisamment d'émotions vivantes pour que ça se transforme réellement en un engagement politique ou associatif? Je ne suis pas sûr. Donc, j'ai la crainte que dans notre société hyper médiatique et donc hyper émotionnelle, une grande part de nos émotions ne soit gaspillée de façon un peu stérile. Et ceci vaut d'ailleurs aussi pour les responsables publics, les responsables politiques, qui ont tendance à surfer sur l'émotion et d'une manière qui est parfois pas très conséquente, à la faveur de l'indignation qui soulève l'opinion à propos d'un événement. On va créer dans les 48 heures un décret nouveau, on propose une loi. Je ne suis pas sûr que ce soit un bon usage de l'émotion de procéder ainsi de cette manière. Alors justement, nous avons aussi parmi nos panélistes Jordan qui voulait adresser une question à Cynthia Fleury. Oui, bonjour, je m'appelle Jordan, je suis élève à l'École normale supérieure et je fais partie du réseau français des étudiants pour le développement durable. J'ai une question pour Cynthia Fleury. Donc, dans votre dernier ouvrage, La fin du courage, vous mettez en avant l'idée qu'au cours d'une quête, on peut perdre confiance en soi, on peut avoir une phase de découragement. Je crois que vous parlez d'érosion du sujet. Comment on fait pour surmonter cette phase? C'est bien parce que les questions, effectivement, sont simples à chaque fois. Donc, je me disais, la première question était quand même très, très dure. Donc, logiquement, ça devait être plus simple après, mais non. Mais non. Non, c'est progressif, en fait. D'accord. Donc, puisque les choses sérieuses commencent... non, alors... Je vais vous répondre bien sûr, mais comme ça demande à chaque fois une très très fine analyse de l'environnement dans lequel on est, et déjà pour sortir du découragement, il faut plusieurs choses. Il faut de la méthode, donc, alors que généralement les gens pensent que c'est pas forcément vers la méthode qu'il faut se tourner pour sortir du découragement. Donc il y a plusieurs étapes. Il y a tout un itinéraire, et c'est vrai que c'est là où le fait de reprendre courage a partie liée d'une certaine manière avec l'intelligence, c'est que vous êtes dans l'obligation de passer au crible votre environnement. Et c'est d'ailleurs le seul intérêt, enfin je ne vais pas dire le seul intérêt, mais on va dire un des grands intérêts de la dépression, c'est le moment de vérité guérisseur d'une certaine manière avec soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir passer au crible ceux qui vous entourent. Et le ce, c'est CE et c'est CEUX. C'est les deux. Donc il faut voir qui est autour de vous et qu'est-ce qui autour de vous crée votre déstabilisation et comment vous vous positionnez. Donc c'est vraiment de l'intelligence au sens du lien, c'est-à-dire une intelligaré, c'est-à-dire que vous devez interroger ceux qui vous entourent aussi. Donc le découragement, voilà, bon, pour sortir de ça, ça demande déjà ce moment de vérité, de passer au crible ça, et après effectivement de mettre en place une méthode, parce que souvent on n'a pas envie de sortir du découragement, on n'a même plus la force d'avoir envie de sortir de là, parce que la souffrance est aussi un lieu protecteur, hein, c'est aussi un lieu d'autoconservation. Et donc voilà, il faut organiser ça. Juste pour qu'on comprenne bien, le découragement et la dépression ou la souffrance sont nécessairement liés. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer tous ici aller très bien et être complètement découragé quant à changer le monde? Alors, vous allez aller très bien peut-être de façon... Non, c'est une vraie question. Non, mais se sentir complètement dépassé et décider de vivre notre vie, juste d'aller bien. Oui, mais généralement, pour aller bien, vous avez un tout petit peu besoin qu'autour de vous, ça aille bien. Hein, c'est le problème de l'homme, c'est qu'il est égoïste, mais il est aussi quand même assez altruiste et il a besoin, pour aller bien, qu'autour de lui, ça aille plutôt bien. Notre système aujourd'hui fait que l'interdépendance des enjeux, etc., fait que quand, à un endroit,
on va dire, un cataclysme tombe, l'air de rien, ça vous émeut, mais pas seulement, et ça vient déstabiliser votre environnement, et de façon à la fois symbolique, mais aussi parfois de façon très pratique. On peut le voir avec Fukushima à l'heure d'aujourd'hui. Je vais juste revenir sur votre question. Par rapport aux émotions, les émotions, ça se comprend, bien sûr, et c'est très intéressant, mais ça s'instrumente beaucoup. Et effectivement, nous sommes dans des sociétés de saturation du vibrato, pour reprendre l'expression de Michel Lacroix. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une saturation à tout crin qui fait que, bien évidemment, nous participons chaque jour d'une perte d'énergie énorme, parce que nous vivons ces émotions et elles finissent par nous épuiser littéralement, et nous n'en faisons pas grand-chose. Donc c'est vrai que, à un moment donné, de savoir, et c'est là où le travail sur soi-même peut aider, de savoir canaliser ses émotions et en faire quelque chose et se dire c'est du carburant pour quelque chose d'autre, peut-être que c'est là aussi où on refait notre lien entre se changer et changer le monde. Bon, sur non, pour répondre à votre question, je pense que être totalement découragé, ça ne marche pas avec le fait d'aller bien. Maintenant, vous pouvez être désintéressé. Vous pouvez être désintéressé du monde. Ce qui n'est pas totalement être découragé, c'est encore autre chose. Mais c'est pas ici. C'est pas ici. A priori, c'est je sais pas où, puisque de plus en plus le système s'urbanise et c'est très compliqué d'être dans un endroit où on peut très spontanément se désintéresser du monde. Ça devient de plus en plus compliqué, mais on va dire que, imaginons un point où c'est possible, mais de plus en plus c'est impossible, ce désintéressement du monde, et donc nécessairement il faut fabriquer un lien avec ce monde, et à partir du moment où il faut fabriquer un lien avec ce monde, on commence à fabriquer et le changement de soi-même et le changement du monde. Alors, je vois que Christophe André voulait réagir. Jordan a justement une seconde question pour Christophe André qui va vous permettre de faire avancer notre discussion. Oui, donc justement, à l'Université de la Terre, nous parlons beaucoup de développement durable, d'altermondialisme. Tous ces changements amènent de l'angoisse sur le futur. Comment gérer cette angoisse, justement, sur les événements, sur le changement? Voilà, nous sommes dans un monde qui change. Le changement, ça peut être positif, mais terriblement angoissant aussi. Oui. Mais sans doute que la variable qui peut expliquer la différence entre le changement qui nous excite et puis qui nous réjouit, qui nous stimule, et puis celui qui nous inquiète ou qui nous afflige, c'est le sentiment de contrôle que nous pouvons avoir ou penser avoir sur ce changement, et aussi le sentiment que nous pouvons avoir d'être un acteur ou quelqu'un qui participe pour partie en tout cas à ce changement. Donc de manière générale, en psychologie, l'angoisse, elle est quand même très très amplifiée par deux choses, par le sentiment d'incertitude. Au fond, ce qui nous angoisse, c'est ce qui est incertain. Et par définition, tout ce qui n'a pas encore eu lieu est incertain. Tout ce qui aura lieu dans une heure, dans un jour, dans un an ou dans un siècle, c'est incertain. Donc ça peut nous angoisser. Alors pour certains d'entre nous, c'est très angoissant, le fait de ne pas pouvoir planifier, contrôler très longtemps à l'avance. Pour d'autres, c'est tolérable, et pour certains, c'est excitant. Alors la différence entre toute cette gamme, au fond, de réaction à l'incertitude, mais une fois de plus, c'est vraiment, nous par exemple, les patients qu'on soigne pour anxiété pathologique, un certain nombre d'entre eux souffrent d'une véritable allergie à l'incertitude, c'est-à-dire ne pas savoir si ils trouveront de la place pour garer leur voiture, ne pas savoir si, en allant à la séance de cinéma, ils ne seront pas assis derrière une famille de géants et ne verront rien du film, ne pas savoir s'ils seront reçus à leur examen, etc., leur procure des insomnies. Et certains jours, je fonctionne comme ça moi-même et je pense qu'on est nombreux ici à pouvoir réagir de cette façon. Donc, beaucoup de patients ont cette allergie à l'incertitude, et ce qui peut nous réconforter par rapport à l'incertitude du lendemain, c'est notre premier réflexe, de tenter d'en reprendre le contrôle. On peut prendre le contrôle sur l'incertitude, par exemple, en faisant marcher notre intelligence, en tentant de comprendre la situation, de s'informer, de clarifier un petit peu l'énigme des temps à venir en accumulant les informations. On peut tenter de prendre le contrôle aussi en prévoyant des actions à notre échelle. Je ne peux pas
contrôler la marche du monde, mais je peux essayer de contrôler la marche de ma vie. Je peux économiser un peu d'argent, je peux travailler mes examens, je peux cultiver mon jardin. Tout ça me donne un sentiment de contrôle, réel ou illusoire, sur mon avenir. Et puis il y a une autre démarche aussi par rapport à cette angoisse du changement, cette angoisse du lendemain, puisque c'est bien ça qui nous angoisse, hein, c'est le lendemain dans le changement, c'est pas d'où on part mais où on va, c'est l'acceptation. Ça, c'est quelque chose qu'on commence à explorer en psychologie, en psychothérapie, cette grande difficulté que nous avons parfois à renoncer à contrôler, renoncer non pas à être un acteur de notre vie, mais renoncer à pouvoir avoir des certitudes, des garanties, parce que notre société nous fait croire un petit peu toutes ces choses-là, tend à hypertrophier notre besoin d'information, de contrôle, de garantie et de certitude, et on s'aperçoit que ça crée des nouvelles pathologies, ça aussi, peut-être plus encore que la peur des lendemains, que la peur du changement, mais le besoin d'être sécurisé et rassuré. Et on voit à quel point aujourd'hui, on a besoin de développer des manières d'aider et de soigner les personnes qui leur fassent admettre qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'on ne peut pas tout maîtriser, qu'il y a une part de lâcher-prise qui est indispensable. La psychologie fait souvent des dossiers sur le lâcher-prise avec cette conviction très forte que c'est une dimension importante de notre équilibre. Mais ce que je voudrais dire pour terminer par rapport au lâcher-prise, c'est que c'est tout sauf de la résignation. C'est tout sauf du renoncement à l'action. C'est simplement arriver à avoir le discernement de se dire il y a des domaines sur lesquels je dois m'engager de toutes mes forces, je dois agir de toutes mes forces et je dois vraiment foncer là-dedans avec tout le courage possible, à toutes les étapes possibles. Tout à l'heure, j'avais envie de répondre à la question de Cynthia Fleury, il me semble toujours. Cette question du découragement, elle est permanente dans le changement. Le problème du courage, il va se poser au moment de l'initiation du changement. Il y a certains changements qui nous font sortir du groupe auquel on appartient, sortir du réseau dans lequel on est, nous font prendre des risques parfois, ou nous demandent au moins des efforts. Après, il y a le découragement qui peut nous saisir lorsque nous voyons que cet élan commence à s'effriter, etc. Enfin bref, je ne vais pas reprendre toute cette question, mais c'est vrai que c'est une histoire qui est constante. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. On va prendre une dernière question du panel et puis ensuite on va offrir le micro à la salle. C'est Véronique qui va poser une question à Arnaud de Saint-Simon et on va revenir justement sur la ligne éditoriale de psychologie. Alors, à mon avis, les médias ont un rôle important à jouer en invitant les citoyens à une transformation personnelle pour agir dans la société et aider à réaliser que plusieurs le font déjà. Avez-vous constaté une évolution dans les thèmes traités dans la revue Psychologie allant dans ce sens? C'est une bonne question. Oui, il y a une forte attente il y a une forte attente à ce que nous traitions effectivement des sujets du changement. Je peux peut-être vous raconter une histoire en 2 secondes. Psychologie a lancé, il y a 2 ans, en novembre 2009, la journée de la gentillesse en France. Alors ça en a fait rigoler plus d'un dans ce pays pessimiste, cynique. Bon. Pourquoi est-ce qu'un média s'est engagé à lancer une journée citoyenne? Finalement, ce n'est pas notre rôle. On a eu l'impression, on a le sentiment que si. On a travaillé à cette journée en novembre 2009 et en novembre 2010. En novembre 2010, on a invité des écoles à travailler avec nous. On a lancé une opération dans les quartiers avec la fête des voisins, ça s'appelait Voisins solidaires. On a initié des débats dans les entreprises et moi je crois que les médias parfois ne peuvent pas se contenter juste de rapporter, d'analyser, mais parfois d'agir. Donc là, on a lancé cette journée. Eh bien, figurez-vous que on était sûr que on y croyait, on était sûr que nos lecteurs nous suivaient. Mais j'ai été surpris de l'ampleur médiatique qu'a eu cette journée. Je ne sais pas si vous vous en rappelez certains, le 13 novembre 2009 et 2010. Et ça m'a vraiment étonné de la part d'un pays, vous voyez, un petit peu
parfois cynique, où un le peu mot sceptique, gentillesse un peu méfiant. est a priori négatif. Oui, vous savez, c'est comme dans Le Père Noël est une ordure. J'aime pas dire du mal des gens, mais c'est vrai qu'elle est gentille, elle. Hein. Donc voilà. Négatif. Donc la société est en train de changer. Péjoratif. Voilà. Il y aura une édition 2011. Il y aura absolument, avec, je l'espère vous, Christophe avait courageusement participé. Non mais Christophe avait fait un témoignage dans le journal en disant pourquoi la gentillesse, c'est important pour moi. Je peux vous dire, il n'y a pas beaucoup de psys qui, en France, sont capables de parler d'eux-mêmes et de en quoi, dans leur enfance et dans leur pratique, la gentillesse, c'est quelque chose d'important. C'est beaucoup plus facile d'être dans la bienveillante neutralité et la distance analytique. Et la théorie. Voilà. Alors, j'imagine que les questions sont nombreuses dans la salle. Il y a 2 doigts qui se lèvent là au milieu, une hôtesse ici. Donc, on va dire, voilà, vous au milieu et puis les 2 doigts en rouge et en bleu ensuite. On vous écoute. Et vous aussi. Ne vous inquiétez pas, on a le temps. On vous écoute, monsieur. Bonjour. Se changer soi pour changer le monde, comment on fait quand on a des logiques du profit qui tendent à détruire la planète, à consommer les ressources? Se changer soi, on peut, mais est-ce qu'on peut vraiment tout changer? On va peut-être poser cette question à Michel Lacroix, qui nous invitait à porter un regard politique sur ce débat. Non, on ne peut certainement pas tout changer et probablement pas tourner le dos complètement aux logiques du profit. Parce que les logiques du profit, je vais me faire l'avocat du diable, ce sont quand même aussi des logiques qui, depuis le XVIe siècle, ont impulsé un progrès économique et social absolument fabuleux. S'il n'y avait pas eu le ressort... Alors attendez, on vous passera la parole après. Oui, justement, c'est un débat. Je pense... Signalez-vous. Je pense qu'historiquement, je pense quand même que la capacité de progrès économique et social de l'Europe, enfin de l'Occident, est largement due à l'esprit entrepreneurial. S'il n'y avait pas eu ce couplage de l'entreprise capitaliste, qui est quand même fondamentalement, essentiellement, substantiellement fondée sur la logique de la recherche du profit et de la technologie, de la recherche technoscientifique d'autre part, on n'aurait pas eu l'entrée de l'Europe dans la voie du progrès. Alors, évidemment, il y a un excès de nos jours et c'est pas moi qui vais le contester. On sait bien que la logique du profit déborde ce qui est simplement requis pour faire vivre les entreprises et pour assurer la circulation, la production et la circulation des marchandises. Et donc, on fait allusion aux logiques spéculatives, du profit spéculatif. Et là, bien entendu, il faut certainement remédier à cela. Mais voilà ce que je peux dire. Et l'autre volet de votre question, c'était, pardon... Alors attendez, juste j'aimerais que Cynthia Fleury rebondisse également, parce que dans son livre sur la fin du courage, vous peignez bien aussi la situation du marché du travail, et vous montrez bien que sur le marché du travail aujourd'hui et dans l'entreprise, justement, on vide les citoyens, on vide les individus de leurs responsabilités, de leurs devoirs, et que là se noue énormément de découragement. Le marché du travail et l'entreprise étant évidemment le fruit de cette économie capitaliste dont vous venez de parler. Alors, je vais répondre à la question en prenant juste un petit bout du problème. Effectivement, on prend le marché du travail, une situation que tout le monde peut connaître, avec ce sentiment de souffrance au travail, ce sentiment d'être instrumenté, plutôt exploité, dépossédé, précarisé. On connaît tous plus ou moins ça dans nos vies, avec un système de travail qui devient de plus en plus intermittent, etc. etc. Donc, il y a plusieurs choses. Si vous voyez comment, au niveau, prenons la question du harcèlement, comment ça s'est fait, petit à petit, comment on a mis des mots sur, comment on a lutté. Je ne dis pas que le harcèlement au travail a disparu, mais il a quand même pris un petit coup dans l'aile. Donc, il a pris un petit coup dans l'aile parce que, petit à petit, d'abord, les personnes contre lesquels se faisait le harcèlement ont commencé à parler, donc sortir de ce silence et à mettre la honte, non pas sur eux, mais sur le système qui les entourait. Et au niveau de la loi,
Vous avez d'abord eu une loi, effectivement, qui enfin notait ce qu'était le harcèlement, mais la loi, elle s'est extraordinairement sophistiquée, puisque vous avez eu l'arrêt La Poste, qui est arrivé plus tard et qui disait qu'il n'y avait pas de harcèlement simplement vertical, mais qu'il pouvait y avoir un harcèlement horizontal entre collègues. Et puis vous avez eu encore l'année dernière, en 2010, l'année dernière, l'arrêt HSBC qui disait il n'y a même plus besoin de quelqu'un. C'est-à-dire que, entre guillemets, un mode de gestion peut être dénoncé comme harcelant. Et ça a mis, entre la première loi sur le harcèlement et maintenant, une dizaine d'années. Donc le problème, si vous voulez, c'est le temps long. C'est une logique, c'est des continuums. Donc vous avez, quand vous êtes dans une volonté de changer le monde, vous êtes dans l'obligation de créer une intelligibilité, de créer une intelligence pour autrui. C'est-à-dire, il va falloir effectivement construire des stratégies de légitimation de ce que vous racontez. Vous êtes dans l'obligation effectivement d'être stratège. Vous êtes dans l'obligation de créer des réseaux. Et là, Michel Lacroix, quand tout à l'heure, il a dit qu'il faut s'engager politiquement. J'imagine que c'était aussi s'engager politiquement au sens vaste du terme, c'est-à-dire aussi des associations, des réseaux, et pas simplement que les partis politiques, parce que très souvent, voilà, localement, il y a des forces motrices plus efficaces que les partis politiques. Donc, il y a une obligation de mettre en place un collectif. Et ce que j'essaye, moi, de dire soit à mes patients, soit à mes élèves, qui ne sont pas mes patients, je vous rassure, mais qui souvent vont demain, en tout cas, changer le monde, et donc ont ce défi-là aussi sur eux. Je leur dis effectivement qu'ils sont... comment dire ça, parce qu'il ne faut pas non plus faire un petit peu peur, mais ils sont dans l'obligation de créer des collectifs et de les rassurer qu'un collectif, ce n'est pas une collectivité. Ça veut dire qu'un collectif, c'est un surcroît, et donc un surcroît, ça veut dire que 3 personnes, 4 personnes peuvent former un collectif. Hein, et que l'enjeu, c'est de mettre en place ce surcroît. Donc, tout d'un coup, voilà. Mais vous êtes dans l'obligation de sortir effectivement de vous-même. Et souvent, vous sortez de vous-même aussi, comme tout à l'heure Christophe André l'a tout à fait bien dit, quand vous vous sentez plus fort et que soudain, vous pouvez justement quitter cette posture souffrante, nombriliste ou de victime ou que sais-je, et tout d'un coup, vous retournez vers le monde et travailler avec ce monde-là. Donc c'est ça qu'on essaye de mettre en place. Juste une chose, dans l'Apologie de Socrate, donc le texte de Platon sur le procès de Socrate. Socrate a été condamné, mis à mort pour différentes choses, notamment pour soi-disant corrompre la jeunesse. Mais fondamentalement, quand Socrate explique, quand il prend la parole pour se défendre, il dit « je suis le poisson torpille ». Et ça veut dire quoi être le poisson torpille? C'est celui qui vient, entre guillemets, nous ennuyer. Et qu'est-ce que c'est que nous ennuyer? C'est nous inciter au souci de soi. C'est ça, nous ennuyer. C'est-à-dire, occupe-toi de toi-même, déjà. Et il dit très bien que le continuum qui est important pour s'occuper des affaires publiques, parce qu'on ne peut pas dire que Socrate n'est pas quelqu'un qui est dans la cité, il est particulièrement dans la cité, et jusqu'à la fin même. Il accepte de mourir dans sa cité, par sa cité. Et effectivement, il dit, pour s'occuper des affaires publiques, il faut déjà avoir le souci de soi. Et le souci de soi, c'est pas la gestion de soi-même, c'est pas le repli sur sa vie privée, le souci de soi, c'est autre chose, c'est travailler effectivement au connais-toi toi-même. Et avant d'aller vers les affaires publiques, si déjà on pouvait avoir effectivement des élites qui ont ce souci de soi socratique, je pense que ce serait plus régulé, on va dire, au niveau des affaires publiques. Mais voilà, donc c'est un continuum, et ici nous parlons d'une petite partie, et ce n'est absolument pas l'exhaustif de tout le changement. Alors Christophe André voudrait rebondir. Je vous propose qu'on prenne une question en plus pour élargir le débat. On avait le monsieur en bleu et ensuite vous. Voilà. Bonjour, voilà, je m'appelle Sugar Koseila, je suis essayiste en épanouissement personnel. Je suis arrivé donc en fin d'après-midi à cette université de la Terre, et malheureusement, en vous entendant, je ressors tiré de cette conférence beaucoup plus négatif, sans cette touche de positif et de rêve que j'ai trouvé dans les autres conférences. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'obligations, d'il faut, et très peu d'inspiration que je trouve qu'on peut trouver dans d'autres courants psychologiques tels que la psychologie positive. Et j'ai pas trouvé de changement de paradigme. Donc je vous laisse quelques minutes pour vous rattraper. C'est pour vous. Au revoir. Un quart d'heure. Alors,
Bon, c'est pour Christophe André, oui. Qui voulait parler, ça tombe bien. Me voici sous l'effet d'une injonction d'être positif. Ah, je vais essayer. Mais non, je crois que ça tombe bien, c'est très bien. Je voulais continuer le débat sur l'histoire du profit, qui apparemment est un sujet qui soulève nos passions. À mon avis, c'est un bon modèle de la manière dont certains changements collectifs vont impulser des changements individuels. C'est-à-dire toute cette histoire quand même de grand dérapage de notre société autour des remous bancaires, des malversations des financiers, etc. Moi, j'ai l'impression que ça aura eu une immense vertu. Et on est là dans la psychologie positive, tâchons de métaboliser les événements adverses en enseignement intéressant. Ça a une immense vertu, celle de nous déniaiser. Alors un certain nombre d'entre nous n'étaient pas si niais que ça par rapport aux agissements des traders, etc. Mais j'ai l'impression quand même que beaucoup, nous l'étions. On avait bien l'impression qu'effectivement, bon, certaines personnes chargées de faire des profits allaient un peu trop loin, mais que globalement, finalement, il y avait une sorte de bénéfice pour l'ensemble de la société. Le fait, bon. Et puis là, on s'aperçoit que pas du tout. Pas du tout, et que finalement tout ce qui s'est passé dans ces dérapages épouvantables et qui ont vraiment secoué toutes nos sociétés, et apparemment c'est pas fini d'après ce qu'on entend de la part de nos collègues économistes, finalement ça a quand même une grande vertu, c'est que aujourd'hui, il me semble, les citoyens occidentaux et même dans le monde entier sont en train de changer leur rapport à l'argent, leur rapport au profit, leur rapport par rapport à cette notion de faire confiance aux financiers, par rapport à la naïveté qu'on pouvait avoir sur les rapports entre politique et finance, politique et monde des affaires. Et j'ai l'impression que là, on est sur un modèle où finalement le collectif pousse à des changements individuels et au fond, la formulation de notre débat, se changer pour changer le monde, il y a des changements qui surviennent dans le monde qui nous changent aussi profondément. C'est une sorte de circulation permanente d'obligations, de mouvements ayant trait au changement. Ça, c'était le premier point que je voulais, le premier élément que je voulais ajouter à ce débat. Et après, ce que disait Cynthia Fleury tout à l'heure par rapport à son travail avec les patients, moi j'ai le sentiment souvent, en recevant mes patients, qu'ils sont comme des sentinelles par rapport aux violences du monde. Quand j'étais jeune psychiatre, je me concentrais surtout sur leur fragilité. J'avais de la compassion pour eux, je me disais, les pauvres, ils sont trop tendres pour ce monde qui est un monde dur. Et puis, les années passant, je me suis dit, est-ce que c'est eux qui sont trop tendres ou est-ce que c'est le monde qui est trop dur? Autrement dit, j'ai commencé à raisonner en termes de sentinelles placées aux avant-postes. Vous savez, autrefois, on raconte, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois que ça l'est, qu'il y avait dans les mines de charbon des petits oiseaux, des canaris qu'on mettait en cage, qui étaient plus sensibles que les mineurs au grisou, au gaz qui provoque des catastrophes dans les mines lorsqu'il s'échappe des couches de charbon. Et donc, quand les mineurs voyaient un petit canari tourner de l'œil et tomber sur le sol de la cage, les pattes en l'air, ça voulait dire qu'il fallait vite évacuer la mine parce que le grisou, qui était un gaz inodore, était en train d'envahir les galeries. Et au fond, ce pauvre canari, il lui arrivait quelques minutes avant les mineurs, ce qui allait leur arriver s'ils ne tenaient pas compte de ça. Et souvent, j'ai l'impression que mes patients sont dans cette position. C'est-à-dire, au fond, ça fait des années qu'on entend des patients se plaindre des conditions de travail, des années qu'on les entend se plaindre de leur sentiment de solitude, de leur difficulté à créer du lien dans des grandes villes comme Paris, mais toutes les grandes villes de France sont concernées. Et au fond, peu à peu, au début, on pensait que c'était eux qui étaient peut-être particulièrement vulnérables. Et c'est vrai d'une certaine façon, puisque certains autres s'en sortent. Mais petit à petit, moi je finis par me dire, finalement, ils sont comme les canaris. C'est-à-dire ce qui leur arrive à eux aujourd'hui, c'est ce qui nous arrivera à nous tous demain, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est ce qui arrivera à nos enfants si nous ne faisons pas des efforts pour changer cette société dans laquelle nous évoluons. Et au fond, leurs symptômes sont bien sûr des symptômes de vulnérabilité, mais aussi des symptômes de violence que la société exerce sur eux. Alors on peut se dire, on va les rendre plus costauds, mais on peut se dire aussi,
On va les rendre plus costauds et puis on va quand même causer avec les philosophes, les sociologues, des boussoles les pour politiques. l'action à venir. Voilà. Nous avions une question, monsieur au milieu. Voilà. Oui. Bonsoir, Alain Gauthier, je m'occupe de développement intérieur des leaders. C'est difficile à traduire en français, parce que ce n'est pas simplement des dirigeants, équipes dirigeantes. Et je voudrais rapprocher deux propos qui ont été tenus par deux personnes différentes. Arnaud de Saint-Simon a dit il faut vous consacrer un exemplaire, enfin une version de votre magazine à se faire confiance. Et puis d'autre part, Christophe André a dit il y a une position possible face au changement, et en particulier à l'incertain, c'est de l'accepter, de lâcher prise. Et donc moi, la question qui me vient, et je me la pose souvent à propos du travail que je fais avec ces personnes, c'est est-ce qu'il s'agit de se faire confiance ou de faire confiance dans la vie, et dans une croyance que la vie va m'apporter ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin, aussi masqué que ce soit comme présent ou comme cadeau. Et pour moi, c'est deux choses un petit peu différentes. Et donc, ça m'intéresserait de vous entendre là-dessus. Et le corollaire de cela, ou plutôt la dimension pour moi, ça éveille, c'est si je suis effectivement, si je fais confiance en la vie, je suis beaucoup plus présent à mon état intérieur et ce qui est en train d'arriver autour de moi, que si je me faisais simplement confiance à moi. Oui, c'est une belle question. Alors, c'est toute la question d'abord de l'articulation entre la confiance en soi et la confiance en les autres. Effectivement, on s'aperçoit que souvent, ce qui nous rend difficile pour nous, le fait de faire confiance aux autres et de faire confiance à la vie en général, c'est que nous n'avons pas confiance en nous parce que nous pensons que nous aurons du mal à surmonter les blessures de la déception ou de la trahison. C'est ça que nous craignons. Il y a des risques à faire confiance. Lorsqu'on fait confiance aveuglément, eh bien, on peut être déçu, on peut être trahi, on peut être trompé. Et donc, c'est ce qui pousse un certain nombre d'entre nous, c'est ce qui nous pousse, chacune et chacun d'entre nous, à certains moments de notre vie, quand on doute un petit peu de notre capacité à résister à ces violences, à ces déceptions, etc., à accorder notre confiance. Mais en faisant ça, parfois, on n'a pas suffisamment réfléchi au risque de la méfiance, parce que la méfiance est aussi une attitude sociale et psychologique qui comporte énormément d'inconvénients. Et d'ailleurs, moi, ma conviction personnelle, c'est que les risques liés à la méfiance sont beaucoup plus importants et font beaucoup plus de dégâts que les risques liés à la confiance. Donc je parle de la confiance lucide, faire confiance a priori et puis juger ensuite, retirer ou augmenter sa confiance. Ce n'est pas la confiance aveugle. Pour expliquer ça avec les patients, parce qu'on a en gros, ce qu'on voit, on a souvent des patients qui sont malades de ne pas assez faire confiance, beaucoup plus que des patients malades de trop faire confiance. Alors vous me direz, ceux qui font trop confiance, ils viennent peut-être pas nous voir, mais quand même, je pense que c'est une réalité qui me semble généralisable. Avec les patients qui sont malades de ne pas assez faire confiance, parce que trop fragiles, toujours trop fragiles, on essaie de modéliser ça en leur disant « Bon, mais vous n'avez pas besoin de commencer à 20 sur 20 de confiance à accorder à l'autre. Accordez-lui au moins 10 sur 20 et puis vous ferez bouger le curseur au fur et à mesure des résultats. Mais n'oubliez pas que le prix émotionnel de la méfiance, on a tendance à le sous-estimer, mais il est beaucoup plus élevé qu'on ne le pense. C'est souvent une forme d'isolement, une forme de suspicion, de surveillance permanente, de comptabilité mentale permanente par rapport aux actes des autres. Et ça coûte très très cher en confort et en équilibre. La question de monsieur, justement, Michel Lacroix, je voulais vous passer la parole. La question de monsieur sous-entendait aussi une forme d'ouverture au monde, de savoir être aux aguets de l'histoire et de ses changements, ce que les Grecs appelaient avoir le sens du kairos, ce qui peut venir et ce qu'il faut savoir saisir. Oui, et justement, ces deux questionnements sur la confiance et sur l'ouverture au monde, je suis tenté de le rattacher à quelque chose dont nous n'avons pas encore parlé ce soir, c'est le problème de l'éducation. L'éducation de l'enfant, de l'adolescent. Ça me paraît vraiment crucial. Alors certes,
la vie avec ses tribulations, sa dureté, peut laminer notre confiance en nous-mêmes, détruire ce que nous avons construit et nous amener dans le cabinet d'un psychiatre, d'un psychothérapeute pour exercer un travail réparateur sur nous-mêmes. Mais il me semble qu'on augmente les chances de résistance à la dureté du monde avec une éducation appropriée. Et bon, je voudrais plaider pour une éducation qui fasse confiance à l'enfant et qui lui insuffle du courage. Et peut-être que notre système éducatif, à cet égard, mériterait d'être, je ne dis pas complètement transformé, parce qu'il a beaucoup de qualités. Étant enseignant et connaissant de l'intérieur le système, je n'en ai pas une vision aussi pessimiste que certains, mais peut-être que nous pourrions insister plus, mettre plus l'accent sur l'autonomie de l'élève, une plus grande confiance dans ses capacités, une attitude des éducateurs en général plus positive par rapport au potentiel de l'élève, c'est-à-dire à ce mélange de motivation et de ressources, de désir et de capacité, d'aptitude et d'aspiration. Si nous étions un tout petit peu plus, aussi bien parents, éducateurs, animateurs, enseignants, bien entendu, grands-parents, si nous étions un tout petit peu plus attentifs à cette chose fragile qu'est le potentiel de l'enfant, et on travaillerait, me semble-t-il, en amont, en armant mieux les générations futures. Donc pas nous sommes déjà entrés dans l'âge adulte, mais de ces choses très précieuses que sont la confiance en soi-même et la capacité de courage et de rebondir face à l'adversité. On va prendre une question de monsieur au fond qui est debout. Alors, il nous reste très peu de temps. Donc, voilà, il y a monsieur debout, il y a monsieur avec le t-shirt blanc, voilà, et les lunettes. Oui, bonsoir. Il y a 150 ans, un homme politique et philosophe américain déclara « Le mal ne triomphe que par l'inaction des gens de bien ». Alors, je voudrais demander à madame et messieurs, quel conseil donneriez-vous à vos éditeurs pour qu'ils trouvent, au maximum de vos auditeurs, pour qu'ils trouvent le courage de passer de l'écoute à l'action, mais conseil à donner avec prudence pour ne pas tomber dans les griffes du criminologue Alain Boer, qui professe au CNAM que les terroristes annoncent toujours ce qu'ils feront. Cynthia Fleury. Cynthia Fleury, moi je rebondirais entre cette question et votre dernier ouvrage, parce que vous posez quand même vraiment la question de qu'est-ce que c'est que le courage en temps de paix dans une démocratie gâtée comme la nôtre. Qu'est-ce que c'est avoir du courage? Qu'est-ce que c'est passer à l'action aujourd'hui quand on ne va pas au front mourir pour la patrie? Alors, on m'a souvent posé la question dans les conférences, je dis ça par rapport, parce que je sens que c'est ça qui est un petit peu la question derrière vous. Est-ce que les kamikazes ont du courage, par exemple? Bon, parce qu'effectivement, vous pouvez avoir du courage et puis un dessein qui n'est pas forcément le plus collectif possible. Alors, oui et non. C'est là où les philosophes, je ne sais pas si c'est une astuce ou si c'est comme ça, mais ils se sortent de ce problème très vite. Parce qu'effectivement, il y a dans le courage, il y a un impératif de rupture, il y a un impératif de résistance, mais il y a fondamentalement un impératif de projet, fondamentalement un impératif d'invention et de lien avec les autres. Et il y a plusieurs définitions du courage, mais c'est vrai que nous ne sommes pas dans une vision achillienne, homérique du courage. Je le dis puisque vous connaissez l'histoire d'Achille, et la vérité du courage d'Achille, c'est fondamentalement son talon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'hubris d'Achille, la passion du courage d'une certaine manière, nous on cherche à mettre en place un principe du courage très aristotélicien. Aristote parlait d'une phronésis, d'une sagesse pratique, d'une prudence,
Et le courageux est un jurisprudent dans ce sens-là. Donc, c'est pas du tout quelqu'un d'intempestif et de passionné par le courage. Parce que sinon, effectivement, vous pouvez ouvrir sur la passion de l'honneur, la passion de l'orgueil, etc. Et quand vous prenez Achille, c'est très vrai avec Achille. Achille, donc, va venger d'une certaine manière Patrocle, son ami, il va tuer Hector, mais qu'est-ce qui fait que soudain il sera blessé? C'est qu'il va un petit peu plus loin que ça. Il attrape la dépouille, enfin Hector, il attache Hector à son char et puis il part et véritablement la dépouille d'Hector est déchiquetée et Paris, le frère d'Hector, voyant ça, étant totalement ahuri et blessé par cela, prend une flèche, tire et touche à... Donc il a été au-delà du courage. Dès qu'il a été au-delà, c'est-à-dire qu'on est dans une mise en scène d'autre chose. Donc fondamentalement, je pense que le courage a partie liée avec une forme de modestie, avec une forme d'alliance avec autrui, avec une forme de don d'une certaine manière, et certainement pas avec un caractère martyr ou sacrificiel. En tout cas, c'est dans la fin du courage, c'est dans ce sens-là que je suis allée. Alors, on va prendre la question de monsieur avec son t-shirt blanc et ses lunettes, et puis la question de monsieur qui est debout. Voilà, très beau sujet de débat, très intéressant. Puis on a des intervenants de qualité. Je comprends qu'il y ait des forêts de mains levées. On ne va pas pouvoir prendre tout le monde. Monsieur, on vous écoute. Bonjour. Donc Baptiste Aubert, je suis secrétaire du réseau français des étudiants pour le développement durable. Donc merci à tous d'être ici, c'est passionnant. Ma petite question en fait, c'est concernant vos oiseaux de mauvaise augure qui sont un peu les symptômes de ce qui va se passer. Vous dites dans 10, 20, 30 ans. Et en même temps, vous dites que les comportements sont très difficiles à changer, que pareil, les consciences, l'imprégnation se fait sur 10, 20, 30 ans, que les lois sont lentes à faire, et il y a urgence, je ne veux pas être trop négatif, mais il y a quand même urgence, et je voulais savoir si finalement il ne fallait pas aiguillonner vraiment les gens et même les contraindre finalement à certaines choses. Je ne veux pas être un terroriste, mais je me demande si des fois il ne faudrait pas... Michel Lacroix, pensez-vous qu'il faille légiférer, contraindre, pousser au changement et à l'action? Non. D'ailleurs, cette accumulation de verbes dans la bouche de Sonia De Villers appelle évidemment une réponse négative. Non, bien sûr. Et ce que je constate, c'est que depuis une vingtaine d'années, tous ces courants, tous ces mouvements associatifs dans le domaine de l'écologie, du développement durable, de l'entraide, du soutien scolaire, de l'aide aux handicapés, etc., ont été des mouvements spontanés, et ils s'organisent d'eux-mêmes. L'idée de planifier, de programmer, d'encadrer par on ne sait quelle contrainte étatique ces mouvements venant de la base est une idée aberrante. Leur nature même est d'être des mouvements spontanés à caractère résilaire, et ils établissent spontanément des réseaux entre eux, et il n'y a surtout pas besoin de légiférer. Et je pense qu'on peut faire une grande confiance d'ailleurs dans l'énergie qui pousse beaucoup de nos contemporains de tous les âges, de la classe d'âge des 20-30 ans comme de la classe d'âge des 60-70 ans vers le mouvement associatif. En France, les chiffres sont extrêmement rassurants à cet égard. Il y a énormément de personnes qui, comprenant que les grands récits historiques révolutionnaires qui ont animé la vie politique des années 50 sont désormais caduques, ont recyclé leur énergie militante dans la sphère associative. Il y a véritablement un bouillonnement dont, je crois, beaucoup d'entre vous sont l'exemple. Ce soir. Monsieur avec la veste. Oui, bonsoir à tous. Je voulais simplement dire merci. Merci à vous tous intervenants de vous soucier du bien-être et du devenir du monde, et puis merci à nous tous, merci à vous madame, merci à vous monsieur, parce que nous avons tous pris du temps. Mais oui, c'est tout bête, mais puisqu'on parle d'humain et de remettre l'humain au centre du système, il est quand même important qu'on se remercie les uns les autres, je crois, simplement d'avoir pris notre temps pour être là et venir vous entendre.
Et vous annoncez une bonne nouvelle, parce qu'il y a une naissance, en fait, c'est une fille. Et nous sommes un petit groupe de 5 citoyens chercheurs, un médecin, un biologiste de l'Institut Pasteur, une sophrologue et une consoeur pédagogue. Et nous avons travaillé 10 ans. Monsieur, vous parliez tout à l'heure d'éducation, et vous avez raison. Nous avons travaillé 10 ans pour construire un nouveau concept d'éducation des enfants et de formation des adultes que nous avons baptisé Valoriance. C'est une fille. Et c'est peut-être une touche d'espoir, puisqu'on l'a essayé à l'école, on l'a testé auprès des associations, on l'a essayé dans les entreprises. Ça part de la gestion de soi et ça fonctionne très très bien, et ça permet aux enfants d'être moins violents et aux adultes d'être à la fois conscients de soi et conscients des autres. Donc voilà, je vous ai annoncé cette naissance aujourd'hui. Eh bien, félicitations. Je crois que ça fera malheureusement un très beau mot de la fin, mais il nous faut libérer cet amphithéâtre car le débat... Alors, malheureusement, je ne peux pas, madame, parce qu'il y a... Allez-y. Pour justement épargner aux enfants dont monsieur parlait et à cet enfant symbolique qui vient de naître. Moi, je pense aux vrais enfants, en chair et en os, qui naissent dans la violence. La toute petite, vous savez, celle qu'on a toujours, jusqu'à présent, qu'on a toujours tabouisée, voilà, qui peut s'appeler la violence éducative ordinaire, par exemple. N'est-ce pas, monsieur Lacroix? Vous voyez très bien ce que je veux dire. Bon. Eh bien, si on épargne cette violence-là, cette toute petite-là, je pense qu'on peut arriver à épargner aussi la très grosse, celle qui s'épanouit en viol, en prédation de toutes sortes. Je crois, madame, que nous sommes ici tous d'accord. Simplement, il faut qu'on libère cette amphi. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce débat de grande qualité. Merci pour votre présence et pour votre participation.